Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouvel expert comptable sur le format qui s'appelle Samuel Attali. Salut Samuel. Salut Nicolas. Bon, alors pour te présenter vite fait, avant de faire une espèce de roadmap sur toute ton expérience, parce que l'objectif de cet épisode, c'est évidemment de comprendre comment tu as fait pour développer un cabinet avec 25 collaborateurs, quasiment 300 clients, 2 associés fondateurs, plus un qui vient de vous rejoindre il n'y a pas longtemps, avec rien du tout, en partant de zéro. Donc on veut comprendre comment tu as fait. Et pour la petite anecdote, c'est que toi, tu n'habites pas en France. Et toi, tu gères tout ça depuis Tel Aviv. Donc, il faut qu'on puisse comprendre toute cette organisation et comment vous avez réussi à percer de votre côté. Est-ce que tu es prêt? Je suis parfaitement prêt et je suis très chaud pour y aller. Alors, c'est parti, Samuel. Dis-moi, toi, tu es expert comptable. Déjà, je vais commencer par une question de base. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job? Écoute, c'est une bonne question. À la base, je ne savais pas du tout que j'allais devenir expert comptable lorsque j'ai eu mon bac. Et je suis passé par la filière universitaire. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé en master CCA. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais potentiellement pouvoir devenir expert comptable. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait au métier d'expert comptable. Et quand j'ai compris qu'en fait c'était tout ce qui était gestion, finance, organisation, construction d'entreprise, ben, c'était tout le côté entrepreneurial qui était intéressant, tout le côté business. Et à ce moment-là, ça m'a ultra motivé pour aller au bout du cursus. Donc, toi, tu as fait licence. Ensuite, tu es parti en master CCA. Exact, À ce moment-là, tu as commencé à découvrir c'est quoi l'univers de la compta-gestion. exactement. Comment tu l'as découvert? Tu l'as découvert dans les livres, dans la vie réelle, en alternance? Comment t'es arrivé dans les prémices de cette aventure? Et ben, quand j'ai été parachuté en master CCA, ben, on a commencé à nous mettre la pression en nous disant attention, l'objectif c'est que derrière vous passez le DSCG parce qu'il y a un système d'équivalence qui vous permet d'accéder plus facilement au DSCG. Donc ils nous ont boosté avec cette partie-là, avec cet objectif-là. Et donc du coup, on est rentré dans les bouquins. On a eu la chance d'avoir des super profs qui nous ont mis à la page. Et donc c'est par les cours du master CCA qu'on a pu vraiment comprendre ce que c'est la compta, la gestion et le droit. Alors, tu dis super prof. Moi, j'ai souvent un cheval de bataille. C'est que je me dis que pour donner l'engouement et l'envie pour les étudiants, c'est qu'ils puissent avoir des profs qui vont les inspirer. Qu'est-ce qui a fait que ces profs-là, ils vous ont donné envie d'aller plus loin ou vous ont donné envie pardon, de vous surpasser, vous challenger, tu vois? En fait, c'était la relation qu'on avait avec eux. En fait, ils nous ont maternés et on sentait que ça leur importait énormément qu'on aille au bout. Et donc, du coup, bah, ils nous lâchaient pas dès qu'ils sentaient qu'on était un peu démotivés, etc. Ils venaient nous chercher. Et c'est cette pédagogie-là qui nous a en fait stimulés. Et nous, on se sentait en fait redevable vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des efforts qu'ils fournissaient à notre égard pour, euh, Pour les rendre fiers pour un les peu rendre et tout. fiers. Et on s'est dit, on peut pas leur faire ça, il faut qu'on y aille. Et donc, ils ont toujours su garder le lien entre nous et le diplôme. Donc, validation du master CCA, Ouais. c'est ça. Tu as passé ton DSCG. Ensuite, alors raconte-moi un peu, c'est quoi les prémices de ta rentrée dans l'expertise comptable? Bah écoute, je rentre en master CCA, donc je sais qu'en fait, il va falloir que j'aille vers le DSCG parce que c'est la prochaine étape et elle est quasiment imbriquée avec le master. Donc je suis diplômé du master au mois de mai-juin 2012 de mémoire. Et dans la foulée, il y a une session en octobre de DSCG. DSCG. Et je sais que je dois rentrer aussi dans la vie active parce que toute ma formation, je l'avais faite en initiale, ce qui n'était pas forcément un super choix, mais bon, je pouvais pas rétro-pédaler. Et je me dis, ok, c'est soit je l'ai maintenant, j'ai les équivalences maintenant, soit je les aurai jamais parce que je me connais. Les multi-projets, j'avais un peu de mal à l'époque, après ça a changé. Et donc du coup, je bosse tout l'été. Et en candidat libre, je passe les deux derniers UE qui n'étaient pas reconnus par l'équivalent CCA. Le droit et donc la compta Et la audit. compta, ouais, les fameuses matières. Et par miracle, enfin je sais pas par miracle, ou en tout cas, je devais être bien inspiré le jour des examens et j'ai pu valider les deux matières et j'ai été propulsé du coup en stage de DEC. Trop bien. Ça a été quoi ta méthode un peu d'apprentissage sur cette partie-là? Parce que c'est des gros pavés, tu vois, c'est des gros morceaux. Comment tu as réussi à valider ces yeux? Ça a été quoi un peu ta méthode? La méthode, c'est que j'ai bachoté à fond. Ok, Euh, ça marche, hein? Ouais, ça a vraiment marché. Et en fait, j'avais mon frère qui était en médecine, en P1 à l'époque. Et en fait, pendant 3 mois, on a eu le même rythme de vie où on se levait ensemble, on bossait, pas forcément au même endroit, mais on bossait du matin jusqu'au soir.
Et on était en mode bulldozer, on avançait, on avançait. On se passait les fiches entre copains, on se répartissait un peu les programmes parce qu'on était aussi en mode survie et débrouille. Et à la fin, c'est passé. Ok, d'accord, ça marche. Donc, tu valides ton DSCG, super. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe, c'est que dès que je finis les examens, donc je sais pas que je les ai validés, j'enclenche sur mon premier CDI, qui est dans le même cabinet où j'avais fait mon stage de CCA. Donc, il m'avait proposé un CDI, j'avais juste fait la coupure pour pouvoir réviser les examens. Et j'entame mon premier CDI dans un cabinet parisien d'une trentaine, quarantaine de collaborateurs. Et c'est dans ce cabinet que je vais rester pendant quelques années jusqu'à mon départ à Tel Aviv. Alors, raconte-moi un peu l'expérience dans ce cabinet, parce qu'en off, moi, je vois que tu as pris beaucoup d'expérience, on t'a fait confiance très vite. Ça a été quoi les premières missions que tu as eu à gérer et les grandes orientations dans ce cabinet, parce que tu as pris des responsabilités à l'âge de 25-26 ans qui étaient assez énormes. Donc, raconte-nous tout ça un peu. Ouais, c'est ça, en fait, je commence à bosser, j'ai 23 ans. Donc, bac plus 5, ouais, c'est ça, donc 23 ans. Et donc, je commence en tant que junior, on me donne un portefeuille avec des très diversifiés, des médecins, des SASU, enfin plein de boîtes diverses et variées. Et du coup, je commence à faire le travail de saisie sur Koala. Je suis formé par des personnes qui ont plus d'expérience que moi et qui ont été adorables, qui ont pris le temps de bien m'expliquer les choses. J'avais énormément de pression parce que comme je venais d'un master dit privilégié ou élitiste, peu importe, bon, après c'est un peu survendu, hein, mais du coup j'avais beaucoup de pression parce que les personnes pensaient que j'étais assez balèze, alors que je touchais rien parce que j'avais pas d'expérience. J'avais Ouais, tout là, le temps l'initial. c'est de la théorie, en C'était la fait, tout ça. découverte, un bilan, je savais le lire, mais plus d'un point de vue théorique. Je connaissais pas la transcription business en fait d'un bilan. Et j'ai dû tout réapprendre, mais avec beaucoup de pression, parce que tout le monde me disait, ouais, mais bon, toi, tu vas comprendre, ça va être facile pour toi. Et donc, syndrome de l'imposteur niveau max. Et donc là, je me mets à essayer je commence à ramer, parce que j'ose pas trop poser les questions pour pas passer Pour un... pour un naze. Ouais, Et ouais. alors que tout le monde me prend pour un bon. Et donc là, je rame, je rame, je rame. J'ai eu de la chance d'avoir des experts comptables qui étaient hyper bienveillants, des collaborateurs hyper bienveillants que je remercie encore jusqu'à aujourd'hui pour leur formation. Et de fil en aiguille, ben, j'ai pris un peu plus d'assurance, j'ai commencé à comprendre les choses. Et plutôt rapidement, j'ai rattrapé le retard. Et au bout de 6 mois, on peut considérer que j'étais autonome, que j'avais plutôt bien mon portefeuille, que la relation client aussi se passait bien, et que je commençais à prodiguer quelques conseils de base, mais toujours j'étais revu par des personnes plus qualies que moi. Et donc, c'était quoi ta relation avec les clients? Parce que quand on est junior, souvent, euh, on, on a cet objectif de pouvoir gérer la comptabilité, de livrer la compta, les TVA, les liasses, bon, tout le tralala dans les règles de l'art et le plus vite possible. Mais souvent, les, les clients, ils vont poser des questions, tu vois. C'était quoi, toi, ta posture vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu étais proactif pour les contacter? Est-ce que tu Alors, avais peur? ouais, C'était quoi un peu c'est l'idée une super derrière ça? question. Alors moi, je comblais ma carence technique, parce que quand je suis arrivé, ma compétence technique elle était proche de zéro, par énormément de relations clients, et donc je compensais énormément. Ce qui faisait que j'étais hyper réactif. Quand on m'appelait, je rappelais tout le temps, je tenais toujours les engagements que je donnais. Quand je savais pas, je bottais plus ou moins en touche, mais très clairement en disant, voilà, je vais checker, et je reviendrai vers vous avant telle date. Et je faisais en sorte de ne pas décevoir le client sur les engagements que je prenais. Ça m'arrivait de me foirer hein, sur les conseils que je prodiguais, mais derrière, j'arrivais toujours à être très clair vis-à-vis du client, sur ce que j'allais faire, comment j'allais corriger les choses. Et voilà, je noyais pas le poisson, ou je bottais pas du tout en touche en se disant, bah, il me relance pas, je fais le mort. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu parles de plusieurs choses. Tu dis, euh, j'ai fait des études en initiale, donc moi j'ai eu des compétences théoriques, donc globalement sur le terrain, excuse-moi du terme, hein, mais en gros, je vaux rien, en tout cas pour l'instant. Tu avais ce sentiment de syndrome de l'imposteur que t'as dit. Et donc, pour combler ce gap technique, eh ben, tu t'es acharné, entre guillemets, hein, sur apporter une valeur maximum à ton client pour toujours lui répondre dans un délai qui est le plus court possible. Et en même temps, même s'il y a des choses que tu savais pas, tu fais pas bluff, tu sais, ou alors tu racontes n'importe quoi, tu dis ok mon coco, je sais pas, je vais checker et je reviendrai vers toi C'est Thomas. exactement ça. Ou parfois, je pensais connaître la réponse, mais j'étais pas certain. Je disais clairement, je pense que c'est ça, mais je préfère vérifier et vous faire un mail clair, structuré, qui reprend exactement la réponse que vous attendez. Et donc, ça me permettait de mettre par écrit. Et donc, par écrit, on comprend mieux les choses, on approfondit mieux les réponses. C'est beaucoup plus structuré. Même pour le client, il y a un livrable.
Donc même d'un point de vue facturation, après derrière, c'est plus intéressant de faire ça. Et donc, ça t'a appris aussi, parce que quand tu sais pas, t'apprends et tu transmets. Mais du coup, tu as une boucle du savoir qui est C'est top, et clair. donc tu graves ça dans ta mémoire à long terme, en fait. C'est clair. Et moi, je suis pas passé par la filière DCG, DSCG. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire dans la filière universitaire, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs techniciens du monde, mais ils nous inculquent une démarche de recherche et de formalisation des réponses et des données qu'on doit structurer, qui est, à mon sens, extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'aborder n'importe quel sujet. Je sais que j'aurai pas la compétence au moment où on en parlera, mais le fait, avec cette démarche, je vais pouvoir atteindre un niveau de profondeur que j'aurais peut-être pas pu atteindre si j'avais pas eu cette formation-là à la fac. C'est intéressant là ce que tu dis. C'est qu'il y a une démarche d'approfondissement dans la filière universitaire. Les universitaires, on va aller formaliser des réponses, on va aller faire de la recherche. Les écoles de commerce, on va plus les éduquer sur l'esprit culture business, tu vois. Exactement. C'est en gros un peu des touches à tout. Ils vont savoir analyser des informations ou des choses de manière assez haute. Et puis les gens du DSCG, bah, c'est des techniciens à mort, quoi. Tu vois. C'est exactement ça. Et nous, du coup, on était experts en rien. On maîtrisait aucun sujet en profondeur. Mais par contre, ils nous ont donné les outils et les moyens et la démarche de pouvoir, si on le souhaite, foncer et approfondir sur un sujet et atteindre des niveaux de profondeur que des techniciens pourraient avoir par leur formation. Très clair, top, top, super. Donc tu fais ces premiers mois où là tu commences à devenir autonome Yes. sur ton portefeuille de clients. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, je prends un peu plus de responsabilité. Les clients, ben, c'est un cercle vertueux, hein. Les clients se plaignent, mais au contraire, vantent les mérites et disent qu'ils sont satisfaits. Alors, il n'y a pas beaucoup de clients qui le font, mais en tout cas, j'avais de la chance d'avoir des clients qui faisaient remonter leur niveau de satisfaction auprès des dirigeants. Et aussi, j'avais une démarche où j'en demandais toujours plus, en fait. Dès qu'il y avait des missions qui arrivaient et que les dirigeants, les experts comptables, mes boss, en fait, en parlaient et cherchaient, en fait, une personne à qui attribuer le sujet, bah, tout le monde se cachait un petit peu, etc. Parce qu'on n'a pas envie de nous rajouter du taf. Moi, T'avais la dalle, j'avais quoi. la dalle. Ouais, j'avais la dalle. Et que ça soit un truc hyper simple, basique, une tâche administrative de photocopiage ou une recherche fiscale sur une problématique de fiscalité internationale, immobilière par exemple, je me disais, vas-y, faut y aller. Je suis là pour apprendre et je suis un soldat et je suis dans cette équipe. Il faut que je me batte pour ces experts comptables. Ils me font confiance, il faut que je leur rende en retour. Donc j'étais dans cette optique-là. Mais toi, t'avais cette volonté de devenir expert comptable? Ouais, une fois que j'étais rentré dans le système CCA, DSCG, je me suis dit, ok, il faut aller au bout du truc. Et d'où vient cette envie de vouloir te dépasser comme ça? C'est quoi un peu c'est quoi le driver qu'il y a derrière? Tu veux te prouver quelque chose à Ouais, toi-même? je pense que je voulais me prouver quelque chose, je sais pas quoi, mais je voulais me prouver que j'étais capable de construire. D'accord. Construire quoi, je savais pas. Mais après, en fait, enfin, tout le monde appelle ça aujourd'hui, j'étais entrepreneur dans l'âme. Enfin, je savais pas si je pouvais définir ça à l'époque. Aujourd'hui, je pense que oui, mais j'avais besoin de créer, d'initier de créer des nouveaux projets, d'aller sur de nouvelles choses. C'est ce renouveau sans cesse et c'est sortir de ma zone de confort qui m'intéressait en fait. Je vois, je vois. Donc c'est cette boucle qui te permet à chaque fois à toi de progresser. En fait, tu sors clairement de ta zone de confort, tu apprends quelque chose, tu mets une brique à ton arc supplémentaire et tu progresses. Exactement. Ok. Et du coup, les experts comptables, en voyant ça, eh ben, ils se sont dit, purée, Samuel, on va, on va le charger ou alors on va lui donner de la responsabilité supplémentaire. Bah, c'était un peu des deux, mais c'était chargé, mais jamais de manière très désintéressée en se disant bah, on va le prendre ce qu'il y a à prendre chez Samuel et après on va le presser, on va le jeter. C'était pas du tout dans cette démarche-là. Ils voyaient que ben, moi j'étais très demandeur et donc ils se sont dit bah, on va investir sur ce profil-là. Ils ont misé sur ce cheval-là, si on peut dire. Et moi je leur rendais bien aussi parce que ce que je faisais en sorte qu'il soit fait de manière parfaite. Quand il y avait un truc où je me foirais un peu, ben, je le prenais hyper à cœur et c'était moi qui allais trouver les solutions. Je me disais, j'étais pas du tout dissocié il n'y avait pas eux et moi, c'était nous. Et c'est ce qui a fait, je pense, qu'on a créé une relation de confiance et très vertueuse, puisque derrière, ben, moi, je leur donnais satisfaction et moi, j'étais récompensé par des missions à plus forte valeur ajoutée, par des primes, un système de rémunération plus attractif et par des projets qui se sont suivis ensuite. Ok, très clair. Bon, en tout cas, on n'a pas encore la suite de l'histoire. Moi, je l'ai quand même un petit peu, mais ce qui est intéressant tout de suite, c'est que dans l'expertise comptable et dans la filière, Ouais. on peut se créer quand même un parcours un peu sur mesure, entre guillemets,
en tout cas, quand on démarre, il faut pas avoir peur de se faire un peu mal, tu vois. Ou toi, bah, tu t'es dit, ah, si tout le monde se cache, parce qu'on va pas aller faire l'étude sur la CVAE, la TVA, de je sais pas quoi, et bah toi, tu t'es dit, j'y vais quand même, et puis ça m'apportera certainement quelque chose, à la fois d'un point de vue personnel, professionnel, mais aussi ça apportera de la valeur au cabinet. Et donc, ça, je pense que ça, c'est un bon message, parce que tu vois, dans les générations actuelles, on veut beaucoup en n'en faisant pas forcément beaucoup. Donc, tu vois, quand même, il faut aller chercher son histoire aussi. C'est clair. Et si je peux donner un conseil aujourd'hui aux étudiants ou aux juniors qui démarrent, c'est que c'est pendant ces années de formation qu'il faut au maximum sortir de sa zone de confort parce qu'il n'y a rien à perdre finalement. Au pire, on se plante et tout le monde se plante. Et au mieux, bah, on développe de nouvelles compétences qui peuvent être extrêmement demandées à un moment donné, on ne sait pas. Et c'est maintenant qu'il faut tout tenter, sortir de sa zone de confort, parce qu'après, quand on prend des responsabilités, qu'on a des équipes en dessous, qu'on se lance dans la création d'un cabinet, bah, on mesure un peu plus le risque Tu et on est m'étonnes. un peu plus frileux. Donc du coup c'est vraiment dans ces années-là, c'est des années charnières où il faut chercher qu'à se former, qu'à développer ses compétences, que ce soit en hard skill ou en soft skill. C'est là où il faut monter en compétences. Après, ça stagne un peu, on monte toujours en compétences, mais on mesure toujours le bénéfice-risque. Très clair. Donc, alors, raconte-moi un peu la suite de cette expérience. Ok, donc j'évolue dans ce cabinet, dans un rôle un peu traditionnel où je fais des missions techniques hyper intéressantes. Et à un moment donné, arrive une problématique organisationnelle dans le cabinet, parce que c'est un gros cabinet, mais avec pas de hiérarchie, enfin pas de rôle en fait. Il y avait les associés qui, eux, étaient en charge de toute la relation client, du business développement. Et on avait ensuite tous les producteurs. Donc il n'y avait pas d'intermédiaire Ah entre... oui. Il n'y avait pas vraiment de strate, de structuration. Enfin, les associés s'en occupaient, mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus tout gérer. Et il y a eu des premières limites organisationnelles qui ont été rencontrées et qui posaient problème à la direction. Et ils m'ont un peu missionné pour entamer une opération de structuration du cabinet sur les process internes. C'était à l'époque aussi où les contrôles qualité se faisaient de plus en plus récurrents, donc ils avaient cette obligation aussi au niveau de l'ordre de se conformer à certaines règles. Et donc du coup, moi, ça m'a permis de rentrer sur cette partie structuration. Alors je savais pas, mais j'étais dans les faits très organisé. J'ai toujours eu besoin de comprendre ce que je faisais, de structurer ma démarche et pour pouvoir la restituer et l'expliquer à quelqu'un. Et je pense qu'ils ont décelé ça chez moi. Moi, j'étais pas vraiment conscient. Ils m'ont dit, bah, tu vas nous aider à processer les choses, à mettre des règles et à les suivre, s'assurer qu'elles sont bonnes, etc. Donc, ça m'a permis de participer à la structuration de ce cabinet. Donc, ça veut dire que toi, pour gérer tes clients, eh bien, tu avais une méthode qui était la tienne pour pouvoir faire le job. C'est Ouais, ça? chacun avait plus ou moins. Alors, il y avait des matrices. Et on partait pas de zéro, hein. Il y avait des matrices, il y avait des méthodes. Mais si ma TVA, je voulais utiliser un fichier Excel différent pour faire mon cadrage de TVA, je pouvais. Il n'y avait personne qui allait forcément me revoir. Il y avait des revues qui étaient faites que au niveau du bilan ou au niveau des situations, s'il y avait des situations qui étaient vendues. Donc c'était un peu à la one again, quoi. Ouais, je vois bien, je vois Et donc clairement. ils ont voulu un peu structurer les choses, mettre en place des outils, parce que les outils commençaient à sortir pour digitaliser une partie des tâches administratives, de la saisie. Et donc je me suis saisi de ce projet-là. Ils m'ont donné les moyens de mener à bien ce projet. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à qu'ils me proposent l'ultime projet dont on va peut-être parler après. Vas-y, envoie. Ok, bah en fait, très clair. Il y a, au sein du cabinet, le portefeuille était assez standard, donc très diversifié. Et un jour, il y a une boîte qui était basée à Tel Aviv, une start-up de Tel Aviv qui avait explosé et qui s'était cotée au Nasdaq. C'est quoi c'est quoi comme boîte? En fait, c'est une boîte qui s'appelle Varonis et Ok, c'est une boîte qui est une boîte de cybersécurité, ok. donc tech, pure tech, qui était très précurseur sur son marché en termes de cybersécurité. Donc on parle de ça entre 2014-2015. Et eux, ils ont développé leur modèle, ils ont un peu plié le game, comme on dit, et ils sont partis, ils ont fait leur IPO Nasdaq. Direct après leur IPO, ils développent le marché français, le marché européen, et ils passent par la France pour développer le marché européen. Donc ils créent une filiale en France. Ok. Et je ne sais pas comment un des experts comptables arrive à choper le dossier, mais avec des specs côté client, des attentes côté client niveau max, et pas du tout adapté en fait au cabinet et à l'organisation du cabinet. Mais bon, je pense que vu que les dirigeants ils étaient hyper chauds sur ce type de client, ils se sont dit on va le prendre et on verra comment on va s'organiser. Ils me confient le projet. On arrive à se débrouiller tant bien que mal sur le court terme. Et à un moment donné, le dirigeant de la boîte, le CFO en fait, il vient nous voir et il nous dit écoutez mes cocos,
on a besoin d'un peu plus que de la compta pure, on a besoin de plus d'assistance, mais nous, on a un problème, on aime bien avoir les personnes qui bossent avec nous, pas très loin de nous, ou au moins qui viennent nous voir de temps en temps pour s'imprégner un peu de notre mode de fonctionnement et de notre culture. Et donc, c'est là qu'ils nous disent, il faut venir nous voir au moins une fois par mois. Donc, au début, ils me disent, est-ce que ça te va? Je dis, bah ouais, écoute, on va aller à la plage de temps en temps, C'est clair. c'est sympa, au Et là, tu as soleil. 25 ans. Là, j'ai 24-25 ans, exactement. Donc, c'est pas très longtemps après mon début finalement dans le cabinet. Et à ce moment-là, je commence à faire quelques allers-retours et très vite, le CFO retape à la porte et dit, mais ce serait bien que vous soyez tout le temps là, pas très loin de nous. Est-ce que vous pensez à monter une équipe quelque part à côté de nous? C'était pas du tout dans le projet, mais l'expert comptable dit, ouais, bien sûr, on y pense. Et il vient me voir après et il me dit, est-ce que tu es chaud pour finalement, au lieu de le faire une fois par mois, de t'installer le temps que la mission se lance et après on verra. La grosse question, gros chamboulement. Moi, j'étais en stage de DEC. Je me dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'en parle à ma femme parce que ma femme était, pour la petite anecdote, je venais de me marier et ma femme était enceinte de jumeaux. Donc, Là, c'est une là, organisation. il y a un cumul de gros chamboulements dans ma vie. Et finalement, je pense que la naïveté et la jeunesse fait que on s'est dit, on s'est tapé dans la main avec ma femme. On s'est dit, allez, ok, on y va. Et on s'est retrouvé parachuté fin 2016 à Tel Aviv, à gérer ce client-là. Et c'est ce qui nous a permis après, de fil en aiguille, il y a eu le bouche à oreille qui a fonctionné. On a réussi à avoir des clients similaires et à développer un pôle d'entreprise, un petit pôle en volume et en valeur qui était assez intéressant d'entreprises internationales qui s'implantaient en France. Donc ça m'a permis de développer cette compétence-là qu'on a retranscrit ensuite dans le cabinet actuel. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Tel Aviv. Et donc, comment ça se passe du coup? Parce qu'avec un client comme ça, je pense que c'est des mecs qui ont la dalle et qui veulent conquérir le monde. Tu vois? Donc, je pense que là, au niveau des exigences, tu dois changer de gap entre la pharmacie et la boulangerie ou la SASU Ah, d'à mais là, côté. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les missions? Qu'est-ce qu'on te mais demande? là, C'est quoi ta vie maintenant? il y a plus de référentiel en fait. Tout est chamboulé à tous les niveaux parce que au niveau des attentes, tout est chamboulé parce que c'est pas du tout une typologie de client que je connaissais et que je maîtrisais. Au niveau culturel, parce qu'on est on est dans le Moyen-Orient, on n'est pas du tout en Europe. C'est clair? Donc une culture beaucoup plus différente, une approche de la relation client totalement différente. C'est beaucoup plus cash, c'est beaucoup plus direct, il y a moins de forme, c'est très exigeant, ça va très vite. Donc du coup, je dois me réadapter en fait à cet écosystème-là bon, ça me convient parfaitement parce que je sors complètement de ma zone de confort. Là, on peut pas faire plus. Ah bah là, tu m'étonnes. Donc là, toi, on te demande de traiter la compta comme tu pourrais le faire depuis Paris. Sauf que là, on va te demander des choses additionnelles où il faut que tu ailles voir le client, il faut que tu parles avec les équipes finances. C'est quoi Exactement. Et en fait, raconte-moi un peu tout au l'univers. départ, la mission, c'était une mission de gestion de la compta de la filiale française. Ouais, Donc, achat, banque, vente, pour moi, c'était pareil sur le logiciel Sage. Donc, tout va plutôt bien. Et après, dès que j'arrive sur place, ils me disent, regarde, maintenant, ça va être fini. C'est nous qui allons gérer la compta dans notre ERP. D'ailleurs, on migre sur un nouvel ERP et il faut que tu nous gères à gérer la compliance de cet ERP, enfin, la conformité de cet ERP par rapport aux obligations comptables et fiscales françaises. ok. Faut que tu nous dises si c'est OK, pas OK, qu'est-ce qu'on doit adapter, qu'est-ce qu'on doit pas adapter. Et il faut que tu nous le dises vite parce que les gars, ils attendent notre réponse déjà depuis hier. Donc, tu vois, ils te mettent déjà une pression assez dingue. Donc, une mission que j'avais pas du tout touchée. Et bref, tu rentres dans le sujet. Et ensuite, ben, tu as besoin de reporting, besoin d'établissement des statutories, des comptes statutories, des comptes statutaires en France avec la compliance US GAAP, French GAAP, PCG et US GAAP. Donc, on rentre dans un référentiel qui est totalement différent avec un nouvel apprentissage, une nouvelle démarche, avec la contrainte linguistique, parce que c'est en anglais, toute la relation se fait en anglais, et culturelle aussi, donc apprendre les codes, savoir comment répondre, quels sont les délais acceptables de réponse. Et donc, je me retrouve les mains dans le cambouis, dans le caca, comme on dit, et au final, c'est comme ça que on a pu stabiliser la relation client, la sublimer, parce qu'à mon sens, on est arrivé à un niveau qu'on n'aurait pas pu atteindre si on était resté sur une prestation classique. Et c'est cette proximité avec le client et cette écoute, en fait. On écoutait, enfin, ils nous imposaient, mais on écoutait ce dont ils avaient besoin et après, on appliquait, on faisait en sorte que le client soit content. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi parce que là, tu t'habitais en région parisienne, euh, tu quittes l'endroit où tu as vécu pendant tant d'années, tu vas autre part, dans un pays à l'étranger, comme tu l'as dit, avec une autre culture. Là, par contre, on n'est plus sur la même typologie de clients. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'entrée en matière de cette expérience? Si toutefois, il y a eu un truc difficile. Alors, c'était difficile, oui, c'était difficile, mais c'est ça qui était très stimulant aussi.
comme je le disais, je pense que je trouve ma force dans des situations où je suis pas du tout à l'aise. Donc c'était très dur d'un point de vue avec du recul, mais au final, je le percevais pas comme dur. J'étais tellement porté et stimulé, je pense que j'avais une adrénaline qui m'anesthésiait complètement, tout le stress, toute la peur, toute la crainte. Mais je pense que le plus compliqué, c'était de se dire que je traite un mastodonte, parce qu'à à mon échelle, à l'époque, c'était un mastodonte. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'était comme si je gérais la boîte, je gérais tout le groupe Total et, et que j'avais pas de backup en fait. Parce que même les experts comptables sur place, enfin mes boss, ne touchaient pas vraiment au sujet technique et que si je me mangeais, C'est toi, quoi. c'était moi. C'était moi et le fait d'engager les responsabilités des experts comptables et que ça aurait pu être de ma faute si il y avait eu un problème, ben, c'est ça qui me stressait en fait, qui pouvait me mettre beaucoup de pression. Parce que j'avais pas de backup et tout reposait sur moi. Avec du recul, c'était un peu risqué, Tu m'étonnes. mais au final, ça s'est super bien goupillé et ça s'est toujours bien fini. Et donc, alors, toi, tu es resté combien de temps dans cette configuration? Dans cette configuration, je suis resté jusqu'à que je sois diplômé du DEC quasiment, donc jusqu'à fin 2018, début 2019. Fin 2018, début 2019. Là, ça rentre une nouvelle ère pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Fin 2018, donc je passe le DEC. Donc j'ai mis un peu plus de temps à le passer que les 3 ans conventionnels parce que j'avais le déménagement à gérer, j'avais tout ce projet-là qui m'a un peu retardé. Et à un moment donné, je me pose un été, je fais mon mémoire, je passe mon DEC. Et en plus, je suis stimulé avec tous mes potes qui passaient cette session-là aussi. Je suis diplômé. Et, et là, enfin, je commence à avoir, une fois que je suis diplômé, donc ça c'est bouche à oreille, j'ai besoin d'un expert comptable. Et je commence à avoir des prises de contact de la part d'amis, de proches, de connaissances, d'amis qui me disent voilà, je cherche un expert comptable, est-ce que tu es chaud pour gérer ma compta Et donc, comme j'étais en plus le spécialiste de l'international, il y avait un peu de problématiques internationales, donc j'avais des appels du pied de la part de certaines personnes. Et là, je me dis attends, je peux pas tout gérer, il faut que je structure les choses et je peux pas me lancer une activité d'expertise comptable si je suis engagé avec un cabinet qui compte sur moi. Donc à ce moment-là, je me pose avec mes boss et je leur dis voilà les opportunités que j'ai, comment vous voulez qu'on fasse. De fil en aiguille, on réfléchit à différentes solutions. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur une route commune. Parce que ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être, bah, toi, tu vas t'associer au niveau du cabinet. Ouais, mais j'avais pas d'impact, j'avais Ouais, pas de légitimité, j'étais seul à Tel Aviv. Enfin, m'associer dans ce cabinet, ils me l'ont proposé indirectement, mais c'était pas pertinent. je vois. J'allais rien apporter et ça allait pas m'apporter grand-chose. Et c'était un cabinet qui avait une vingtaine d'années, donc je voyais pas trop l'intérêt, eux non plus, mais on l'a évoqué parce que c'était une proposition logique. Et les deux, hein, on voulait vraiment, jusqu'à maintenant, on s'apprécie énormément. On travaille même ensemble avec les experts comptables, mais on n'a pas réussi à trouver une route commune, un but commun qui allait nous permettre de continuer ensemble dans le cadre d'une association, d'un partenariat. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai décidé de monter mon cabinet, mais je ne savais pas vraiment comment. Voilà. Donc pour l'instant j'en étais là et je vais dû me poser la question comment je vais monter un cabinet, sachant que je suis à Tel Aviv, que bah, quand tu es expert comptable, le marché principal, expert comptable français, bah, ton marché principal il est en France. Exact. Les boîtes étrangères c'est sympa, mais j'avais 26 ans à l'époque, 27, 28 ans à l'époque. Enfin, je voyais personne faire confiance, pas ces boîtes-là, en tout cas faire confiance à un gars comme moi de 28 ans, solo, basé à Tel Aviv, qui fait de la compta française. Donc c'était pas forcément simple. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver le binôme qu'il fallait. Top. Donc, toi, tu as démarré ton cabinet avec ton binôme, donc en partant de zéro. Donc, ça a été quoi les grandes étapes? Donc, tout à l'heure, j'ai présenté, hein, là, vous êtes 25, 3 associés, 300 clients. Vous avez une typologie de clients qui sont diversifiés. Tu vas m'en parler après. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la première étape, la première brique pour la création de ton cabinet et ton installation? Ok, donc déjà c'est de trouver le modèle et déjà de trouver un binôme. Et le binôme il s'est fait très naturellement parce que j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Samuel d'ailleurs aussi et qui lui a été diplômé en même temps que moi, qui avait un profil audit, moi un profil expertise. On est ensemble depuis la sixième. On s'est Ah, tu le suivi. connais bien, quoi. Ah, je le connais très bien. Enfin, c'est mon meilleur ami. On est comme des jumeaux. En plus, on a fait toutes nos études ensemble. Et en fait, nos choix de parcours, on les a fait en fonction des choix de l'autre, en fait. Donc, c'était vraiment un binôme qui était déjà existant. Mais après, à un moment donné, lorsqu'on a commencé à rentrer dans le monde du travail, lui, il a pris la tangente audit, moi la tangente expertise comptable. Et on s'est dit, bon, à ce moment-là, on se sépare et je pense pas qu'on se retrouvera.
Et finalement, les événements ont fait que, comme on a été diplômés en même temps et qu'on avait un besoin d'entreprendre tous les deux, on s'est dit, allez, on se connaît parfaitement, on est très complémentaires à tous les niveaux, niveau caractère, au niveau technique et au niveau des soft skills aussi. Et on s'est dit, allez, on s'associe. Au niveau géographique aussi, il y avait un intérêt, puisque lui était à Paris, moi j'étais à Tel Aviv. Et on s'est lancé comme ça. En 4 minutes, on se dit, ok, on s'associe comme ça, et l'association se fait très rapidement en 4 minutes. Problème, on a déjà des premières touches assez intéressantes, avec des clients qui veulent démarrer immédiatement. On n'a pas de cabinet, on n'a pas de statut, on n'a pas de cabis. Moi, je suis basé à Tel Aviv et je ne suis pas encore sorti de mon taf habituel. Samuel est dans sa période de préavis. Donc, on n'a aucun moyen de servir ces clients-là et on ne se voit pas le faire le soir. Enfin, on n'aurait pas pu. Ouais. Le besoin était trop gros pour pouvoir faire ça de côté le soir et le week-end. En plus, pour la petite anecdote, c'est que justement, tu as dit que tu es parti à Tel Aviv et donc ta femme était enceinte de 2 jumeaux. Ouais. Donc du coup, tu avais 2 enfants aussi, en plus du Ouais, travail à gérer, ça quoi. je passe parce que on avait déjà pris le pli depuis l'installation, etc. Et ils avaient grandi, donc c'était un peu plus simple. Mais pour le coup, ma femme, à cette époque-là, elle venait d'accoucher du troisième, donc il y Ah avait encore ouais, une complexité. tu m'étonnes. Et bon, depuis, je me suis calmé là pour l'instant. Et donc non, en tout cas, c'était une période où il y a eu encore un chamboulement. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On se dit, OK, comment on va faire pour répondre aux besoins de ces clients-là? On ne peut pas les laisser passer. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir se lancer. Et donc, on se dit, le seul moyen, c'est de recruter. Et donc là, on a eu une chance inouïe. C'est qu'on avait quelqu'un dans notre entourage qui sortait de 2 ans d'alternance, qui était une bête de production, un tueur de la production, et qui était OK pour nous rejoindre. Donc, on prend une sous-loc chez mes anciens boss qui acceptent de nous héberger et du coup notre premier employé se retrouve seul dans les bureaux parce que moi je suis basé à Tel Aviv. Samuel n'a pas fini sa période de préavis et donc notre premier employé se retrouve seul dans nos bureaux dans lesquels on n'est même pas. Ok, hyper Donc intéressant. c'était assez folklorique. Donc là, vous lancez le cabinet, vous Exact. faites les statuts, vous créez la boîte, vous embauchez quelqu'un. Comment vous le financez, lui? Ça veut dire que vous rentrez à ses premiers clients, vous dites ok, pas de problème, on envoie la lettre de mission, comment ça marche? Alors on s'est dit le piège c'est de commencer un peu n'importe comment et après on va galérer à tout restructurer. Donc dès le départ on a mis un point d'honneur à tout structurer comme il faut, parce que mieux on structure, et ça c'est ce que je dis aussi à toutes les boîtes, toutes les boîtes qui se créent, plus tôt on structure, plus facile ensuite est la suite, en termes de croissance, en termes de scale, si on parle d'une startup, et c'est toujours beaucoup plus sain de le faire dès le départ. Alors je sais qu'en pratique c'est jamais la priorité, mais voilà, en tout cas nous on met un point d'honneur à essayer de structurer les boîtes au niveau administratif, financier, juridique, etc. dès le départ. Donc nous, on a fait ça, lettre de mission. Enfin, on a rencontré le client en prospect, on a envoyé une propale alors que le cabinet n'existait pas encore. Au final, on a bien structuré les choses ensuite. On a fait lettre de mission, contrat de travail, on a encaissé nos premiers honoraires. On a mis un peu d'argent aussi au départ, on n'avait pas beaucoup, mais le peu d'argent qu'on avait, on l'a mis dans la boîte pour financer les premiers salaires de l'employé. Et c'était parti. Et c'était parti. C'était parti. Et ensuite, de fil en aiguille, on a eu d'autres clients. Et voilà, on a retroussé les manches et on est reparti au charbon. Et la chance qu'on a eue, c'est d'avoir ce soldat-là, ce premier soldat, qui pour moi a été hyper déterminant. Il s'appelle Brian. Et il est parti il y a un an parce qu'il voulait voir autre chose. Et finalement, il nous a rejoint 9 mois après. Il est Ok. revenu au Bercail, il nous a dit non, non, en fait, j'ai fait une erreur de partir. Enfin, pas une erreur, mais en tout cas, il y a Il a fait encore ce pas qu'il mal avait de à choses. Il faire, a fait quoi. ce qu'il avait à faire. On l'a encouragé à aller voir ailleurs d'ailleurs. Et il est revenu au bout de 9 mois en me disant, mais je pense que j'ai encore d'autres choses à prendre, à prendre et à apprendre chez vous. Et ça nous a permis en fait de nous dégager du temps une fois qu'on est sorti de nos activités respectives, de nous dégager du temps pour structurer les choses, construire une vraie stratégie. Et c'est ce qui manque souvent dans les cabinets. C'est vu que c'est un métier où il y a beaucoup de demandes. Très facilement, on peut se retrouver avec des clients et à être débordé et à générer un peu de chiffres. Mais à notre sens, si on veut avoir une vision assez large et assez entrepreneuriale du cabinet d'expertise comptable, c'est hyper important de définir une strate, de définir des objectifs, de définir des objectifs court terme, des objectifs long terme, de définir les ressources, les emplois qu'on va avoir en face, donc d'avoir une vraie démarche stratégique qu'on considère comme plus théorique qu'autre chose que lorsqu'on est dans les études, mais qui a énormément de sens lorsqu'on entame un projet entrepreneurial, quel qu'il soit. Et donc nous, ça nous a permis, le fait d'avoir ce backup au niveau de la production, ça nous a permis de nous dégager du temps pour vraiment
nous maintenir en fait en profondeur et pas perdre le cap. De temps en temps, on a eu des périodes de rush où on s'est un peu laissé déborder et on a vu en fait les dégâts que ça peut causer. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd des nerfs, on fait des mauvais choix. Et dès qu'on repasse dans une configuration, on reprend un peu plus de recul. Là, on est beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient et on a plus d'impact sur le quotidien et sur ce qu'on fait pour le cabinet. Et c'était quoi, du coup, votre stratégie et vos objectifs? Du coup, quand tu t'es lancé avec Samuel, ton associé, c'était quoi l'idée pour vous de départ avec ce cabinet? Ok, donc nous, on était très portés, Samuel et moi, sur la digitalisation. C'était quelque chose qui nous intéressait de toujours et c'était quelque chose qui était déterminant dans notre configuration puisque on était basé à Tel Aviv et à Paris, donc du coup aucun moyen d'échanger du papier et de communiquer autre que par les moyens digitaux. Donc dans notre ADN, on a mis la digitalisation tant en interne que dans le cadre de la relation client. Donc on s'est dit, ok, expertise comptable, on adore nous accompagner les gens. Samuel, c'est quelqu'un de très altruiste qui adore expliquer, c'est extrêmement pédagogue, donc on aime apporter de la valeur aux clients. Donc l'expertise comptable construite autour de la digitalisation des processus, c'était notre fer de lance. D'un autre côté, on avait aussi la compétence que j'avais développée sur la partie entreprise étrangère qui prenait beaucoup plus de sens étant donné que le Brexit était en train de se formaliser et que la porte d'entrée de l'Europe ça devient la France et devenait la France. Donc on s'est dit, il y a une carte à jouer, même si on est jeune, tant au niveau de l'âge des experts comptables qu'au niveau de l'ancienneté du cabinet, il y a quand même une carte à jouer parce que cette compétence, à part des gros cabinets, il n'y en a pas énormément qui l'ont. Et de par notre positionnement géographique, on s'est dit, il y a une vraie stratégie à construire autour de ça. Donc dès le départ, le cabinet, on l'a construit autour de deux axes. Premier axe, autour de l'écosystème franco-français, donc TPE, PME, start-up, très axé digitalisation. Ça veut dire que très axé digitalisation, c'est-à-dire que eux-mêmes, ces industries, ils sont geeks, quoi. C'est un peu ça, cette typologie de. Alors ça peut être, peu importe le secteur d'activité, mais il faut que les dirigeants, ou en tout cas nos contacts, soient très sensibles à la digitalisation des processus administratifs, comptables, financiers, social, RH. C'est-à-dire que toi, tu reçois pas la boîte de chaussures et Non, tu vas non, tout traiter, sinon mais c'est pas possible. c'est pas parce qu'on considère que c'est pas bien et qu'on dénigre en fait ces clients-là, c'est juste qu'on ne saurait pas les servir. Parce que de par notre organisation, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources qui nous permettraient de servir correctement ces clients-là. Et si on le pouvait, moi j'adorais pouvoir le faire parce que ça t'élargit ton marché. Mais aujourd'hui, on s'est dit pour être efficace, il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Mhm. Et à créer des ramifications dans les processus, c'est là où on se perd. Et en tout cas, on n'a pas assez de ressources et assez tant sur le plan financier qu'au niveau RH pour pouvoir créer des ramifications dans les procédures qu'on met en place. Très clair. Donc sur ces deux pôles-là, du coup, c'est quoi les outils que vous utilisez ou que vous avez utilisés au début, justement Ok, pour répondre à ce besoin, en tout cas pour servir le client? ok. Alors très simple, dès qu'on se lance fin 2019, début 2020, Avant on le se dit, Covid, justement. donc juste avant le Covid, on sentait que le Covid arrivait en fait, et on se dit, bon, de toute façon, nous, on y va, on avait de la demande, donc on s'est pas posé de questions. On s'est dit, quel outil on va mettre en place? Outil de production comptable, première question. Et on cherche sur le marché, on voulait pas des Sage, alors on n'a rien contre Sage, on n'a rien contre Cegid, c'est des outils qu'on a utilisés, qu'on respecte énormément, c'est des boîtes magnifiques dans le tissu économique français, on admire, mais enfin, on sentait que c'était pas ça quoi qu'on voulait représenter, mais on n'avait pas le choix. En fait, il n'y avait pas d'autre chose, ou en tout cas à l'époque de Mature, il n'y avait rien d'autre. Donc on avait vu Penny Lane à l'époque qui venait de se lancer, mais qui à l'époque s'était lancé en tant que cabinet et pas en tant qu'outil. Donc on se disait, mais en fait c'est génial ce qu'ils ont fait, j'adorerais développer un outil comme ils ont fait, mais je suis pas éditeur de logiciel, je suis pas un ingénieur, je peux pas le faire. Donc on a été à la solution la plus simple, on a dit aux premiers employés qu'on a embauchés, c'est quoi l'outil que tu maîtrises le mieux? Il nous a dit Cegid, je lui ai dit ok ça tombe bien, moi j'ai jamais touché à Cegid, donc on va y aller, on va prendre une licence Cegid et on y go. Mais on sentait que c'était pas bon quoi, c'était pas bon, on créait pas de valeur, on a essayé des solutions complémentaires et fin 2020, on se rend compte que Pennyline va commencer à mettre à disposition son outil auprès de cabinets d'expertise comptable. Et donc, on les contacte un peu au culot et ils nous disent, ouais, je sais pas comment vous avez fait pour en entendre parler, c'est pas du tout officiel. On a à peine commencé les partenariats avec deux trois cabinets, mais si vous êtes chaud, on vous onboard. Et donc, Arthur, Alexandre et tous les Titouans, toute l'équipe de Penny Lane, donc tous ceux qui étaient là à la base,
on les a côtoyés dès le départ et on a fait partie des premiers cabinets à onboarder sur Pennyline. Et donc, c'était très risqué comme décision à l'époque, parce que l'outil n'était pas hyper finalisé, il y avait pas mal de bugs, mais la vision a été tellement en adéquation avec notre vision cabinet qu'on s'est dit, OK, il faut y aller, il faut prendre la vague, c'est maintenant, et plus tôt on prend la vague, mieux c'est. Chers auditeurs, j'ai enregistré un épisode, je ne me rappelle plus le numéro combien, avec Arthur de chez Pennyline. Pennyline, évidemment, c'est un outil assez révolutionnaire dans l'univers de la compta gestion, surtout pour leur année d'existence. Ça fait pas 10 ans qu'ils sont là, et donc ils sont très très bons pour servir les experts comptables. Donc je crois, je Et les regarde. dirigeants d'entreprise. Exactement. Moi, j'utilise cet outil. Alors attends, Arthur, je sais plus. Ah, Arthur, le deuxième épisode du podcast Les Geeks des Chiffres, crée le logiciel comptable numéro 1 en Europe et un product manager, huitième épisode. Allez écouter ça, c'est hyper intéressant pour comprendre la vision. Moi qui suis un peu geek des chiffres aussi, j'aime bien parler de ça. Donc sur la partie digitalisation, tu utilises des acteurs historiques qui sont très bons, mais qui répondent pas tout à fait à votre besoin. Tu pars sur Pennyline. Exactement, on part sur Pennyline, on se casse les dents, mais on ne regrette pas parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision, on sait que les carences techniques et fonctionnelles vont être balayées parce que les équipes Pennyline exécutent super bien et ils tiennent leurs engagements, donc on est hyper serein. On se prend quand même des murs, on se plante sur des devis clients, donc on vacille un petit peu, mais derrière, en étant très serein parce qu'on se dit de toute façon c'est là où il faut y aller. Ensuite, Pennyline nous a rassurés avec ses différentes levées de fonds, donc on s'est dit ok, bon, c'est des gens sérieux et ils se donnent les moyens de leurs ambitions, donc on va les suivre, et c'est ce qui nous a permis de nous outiller sur la partie technique compta quasiment dès le départ. Après, sur la partie organisation interne, on a pris la suite de Microsoft 365, Teams, on a structuré pas mal de choses, on a mis en place des process d'onboarding client complètement digitalisés pour sublimer. Nous, notre leitmotiv, c'est vraiment de sublimer la relation client. Et on ne dit pas qu'on fait les choses mieux que les autres, mais tous les jours, on réfléchit à comment améliorer l'expérience de nos clients au quotidien. Et on lit énormément de choses, Samuel et moi, pour vraiment améliorer cette démarche. Et d'ailleurs, je conseille à tous les experts comptables ou à tous ceux qui sont, et même les collaborateurs comptables, de lire un livre de Jonathan Lefebvre qui s'appelle L'obsession du service client, Oh, il est incroyable ce livre. qui est Il faut y aller. incroyable, qui est hyper pratique, qui est hyper pragmatique aussi, qui a été écrit par quelqu'un qui a bossé chez Captain Train, Trainline maintenant, qui n'a rien à voir avec la compta, mais les use cases qu'il donne sont extrêmement transposables sur n'importe quelle industrie. Et nous, on s'est vachement inspiré de ces recommandations pour construire en fait toute notre ADN satisfaction client du cabinet. C'est très utile comme bouquin. Je rajouterai aussi un autre livre qui s'appelle L'entreprise du bonheur, Ouais, du fondateur de Zappos. Il y a une partie, la partie 2 du livre qui est aussi intéressante sur l'expérience client qu'il apporte. Parce que, bon, en gros, ils vendaient des chaussures en ligne, quoi, hein, tu vois. ok. Euh, et donc, c'est devenu une boîte qui s'est vendue 1 milliard, je crois, à Amazon, Ah en ouais, l'espace de moins de 10 ans. Et donc, avec une vraie vision sur l'expérience client. Je vends des chaussures, mais pas de n'importe quelle manière. Et donc, celui-ci est très utile. On le mettra dans les notes de l'épisode. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Et aussi l'entreprise du bonheur, je l'ai pas lu, je veux bien que tu m'envoies yes, les yes. infos. Donc, ok, très cool. Mon cher Samuel, donc je comprends bien. Donc, l'amélioration du service client, concrètement, ça se matérialise comment? Améliorer l'expérience client. Donc, ce que je veux bien comprendre, c'est que, par exemple, au début jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passait au début pour onboarder, donc pour servir le client dans la vie du cabinet. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez amélioré? Alors, euh, c'est très simple. À la base, il n'y avait pas vraiment de consigne. Lorsqu'il y a un client qui rentre, qu'est-ce qui fait la lettre de mission, qu'est-ce qui ne la fait pas, qu'est-ce qui l'envoie, qu'est-ce qui met en place le mandat de prélèvement, quelles sont les tâches à réaliser, par qui, comment, quand est-ce qu'on doit communiquer au client, sous quel format. Donc tout ça, en fait, on l'a construit au fur et à mesure quand on se disait, quand le client nous relançait en nous disant, mais j'ai pas reçu, qui est-ce qui va être mon gestionnaire de compte, qu'est-ce qui va être mon collaborateur comptable, comment je vous paye. Ah ouais, on se disait, mais c'est vrai, on lui a pas envoyé ci, on lui a pas envoyé ça. Donc notre démarche, elle a été très progressive sur la base des retours clients et des retours collaborateurs. Donc c'est pour ça que beaucoup de communication avec nos collaborateurs en leur disant, mais qu'est-ce qui marche pas, sur quoi vous perdez du temps et vous aimeriez en gagner. Et aujourd'hui, on a mis en place déjà un manuel de procédure interne. C'est un support qui est obligatoire pour les experts comptables, qui est imposé par l'ordre dans le cadre du contrôle qualité.
mais que nous, on a voulu rendre le plus intelligible possible, et on l'a construit sur Notion. Et j'invite encore une fois un maximum d'entreprises et un maximum de cabinets d'expertise comptable à mettre en place cet outil Notion qui n'est pas hyper simple dans la prise en main, mais une fois qu'on a compris le système, qui est sublime pour pouvoir digitaliser et en fait partager le savoir au sein de l'entreprise, au sein du cabinet, et peu importe l'endroit géographique où se trouvent les personnes. Donc nous, ça répondait à un double besoin, un de structuration de la boîte dans le cadre de nos process internes et de l'amélioration client, mais aussi pour s'assurer que le niveau d'information soit le même partout. Parce que ce qui pouvait arriver, c'est que Samuel, lorsqu'il mettait en place quelque chose avec les équipes à Paris, en fait, l'information, elle ne redescendait pas forcément auprès des équipes, auprès de moi ou auprès des équipes à Tel Aviv. Et du coup, ça créait une décorrélation, un fonctionnement à double vitesse. Donc c'était hyper perturbant et ça pouvait créer aussi parfois des situations d'inconfort. Et donc ça nous a permis vraiment de mettre à plat et de faire évoluer en fait les procédures du cabinet en les écrivant, en se disant ok, en faisant des ateliers, en se disant comment vous voulez qu'on fonctionne. On se met d'accord sur une procédure, on la rédige, on la met au propre, on la met sur Notion, on met des outils, on met des aides, on met des mails types pour faire gagner du temps en fait aux gestionnaires de compte, aux collaborateurs comptables, aux gestionnaires de paye, et pour que eux soient plus à l'aise dans leur quotidien, qu'ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire à quel moment, et que nous, c'est une sorte de garantie pour savoir que le niveau de qualité va toujours être maintenu. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que comme vous êtes basé un peu partout, et que je suppose aussi que vos collaborateurs sont aussi un peu basés un peu partout. Je ne sais pas si tout le monde est à Paris ou je pense qu'il y a... C'est hyper hybride. On n'a pas. Alors justement, et c'est ça aussi un des avantages concurrentiels qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est que nous, notre périmètre de recrutement, il est mondial. C'est-à-dire que la ressource, on va pas la ressource humaine, le talent, on va pas le sourcer sur une région ou une périphérie. On va le sourcer vraiment dans tout le monde. Donc nous, on va sur LinkedIn, on voit un profil. Si le profil est basé à Paris, tant mieux. S'il est basé à Tel Aviv, tant mieux. Mais demain, s'il est basé en Turquie, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, on le prendra quand même. Ok. Et on a aujourd'hui l'organisation qui nous permet de travailler et de maintenir un niveau de qualité, peu importe l'endroit où se trouvent les collaborateurs. D'où l'intérêt d'avoir ce Notion. Donc on va dire c'est comme cette base de données spécifique à S-Partners, donc votre cabinet, qui fait que peu importe où est-ce qu'on se trouve et qu'on recherche une information sur la manière de gérer un client, lui répondre, quels sont les process internes, et bien entre guillemets, je n'ai qu'à le lire pour m'imprégner de la manière dans laquelle fonctionne le cabinet. C'est exactement ça. Donc là on est aussi bien. Alors, j'imagine, Samuel, que ça fait partie aussi un peu de ta touche personnelle, où il y a cette petite histoire du début où on a vu que toi, tu étais très process, en tout cas dans ta manière de fonctionner, ce qui fait que ça t'a suivi et ça t'a servi même dans le déploiement du cabinet. C'est clair. Et après, sur la partie outils, je ne savais pas trop comment le matérialiser. Et j'ai eu la chance de côtoyer, quand je suis parti m'installer à Tel Aviv, un des projets que j'ai dû réaliser, c'est l'accompagnement d'une des plus grosses PME françaises qui réalise 4 milliards de chiffre d'affaires. Je sais pas si je peux dire, c'est une Tu boîte peux dire tout ce d'e-commerce. que Mais tu, en tout cas, tu peux dire tout ce que tu veux. une boîte qui s'appelle Vente Privée, qui a monté un bureau de R&D à Tel Aviv. Et ils nous ont confié le projet pour les accompagner sur l'implantation sur place et sur toute la compliance comptable et fiscale. Et du coup, comme ça les rassurait qu'on soit ensemble, ils nous ont demandé de les rejoindre dans leur bureau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on partage les bureaux à Tel Aviv de vente privée. Trop cool, il y a C'est assez pire. cool, il y a pire. Et c'est surtout que, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a baigné du coup dans cet écosystème de grosses PME avec des vrais process orientés tech en plus. Donc nous, ça nous allait parfaitement. Et on a en fait tout leur écosystème et tout leur process ont transpiré sur moi et sur nous. Et donc nous, on a pu s'imprégner un peu de tout ça et les adapter à notre propre échelle et à notre propre industrie. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous a permis d'aborder les sujets un peu différemment que ce qu'on aurait pu faire si on était resté sur un schéma traditionnel. Très, 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 très clair, Samuel. Donc, sur ce que tu me disais avant, donc vous avez, on va dire, deux grandes typologies de structures que vous accompagnez. Il y a les startups TPE, PME, on pourrait les mettre dans une brique, et les filiales de sociétés étrangères. C'est-à-dire que des boîtes étrangères qui veulent créer des filiales en France, vous allez les accompagner
pour créer leur boîte, tenir leur compta, c'est ça? Exactement, en création de boîte, généralement, ça se fait un peu en amont de la prise de contact avec l'expert comptable. Il passe souvent, pour des raisons culturelles, par des avocats. Mais une fois que la structure est créée, nous, derrière, on va s'occuper de mettre en place la mission de comptabilité. Souvent, la mission de paye, et même avant la mission de comptabilité, parce qu'il y a des vrais enjeux de paye pour ces boîtes-là. Et on va les accompagner sur toute la compliance, la conformité fiscale et comptable de cette filiale, tout en répondant aux problématiques aussi du groupe et aux besoins de reporting financier, de remontée d'informations financières et de gestion. Comment vous arrivez à rentrer les missions? Parce que d'aller rentrer des missions de filiales comme ça, sociétés étrangères, souvent on pourrait se dire, bah tiens, c'est quand même des boîtes, je sais pas moi, c'est les Big Four, Mazars, qui seraient surtout spécialisés dans ce genre de trucs, puisqu'ils ont un réseau international. Comment vous arrivez à faire, vous? Alors c'est extrêmement vrai. Nous, enfin moi dès le départ, je me suis dit, ok, j'avais un complexe d'infériorité énorme, où je me disais, je suis pas du tout légitime. Ok, techniquement, je touche un peu, mais aujourd'hui, j'ai 28 ans, 29 ans, je vais pas pouvoir rivaliser avec des mastodontes qui ont des armées de techniciens pour répondre à ces problématiques-là. Et un jour, un client, une start-up qui était basée aux US, préparait son IPO au Nasdaq. Donc nous, on gérait la petite filiale française, mais vraiment, on avait bataillé pour la rentrée. Et un jour, le dirigeant, donc le CEO avec qui j'avais jamais interagi, m'appelle et il me dit, j'ai besoin de ton aide. EY, donc, qui les accompagnait à l'époque aux US et qui était CAC de la structure française, n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à communiquer, je veux que tu coordonnes les travaux entre eux. Je dis, mais attends, mais c'est pas. Dis-leur qu'ils se parlent directement, t'as pas besoin de moi pour gérer cette mission-là, enfin, c'est pas du tout pertinent. Ils me disent, si, je t'assure, ils se parlent pas entre eux, ils se tirent dans les pattes, je sens que ça avance pas, les deadlines arrivent, on est mal barré. Et en fait, j'ai compris que ces mastodontes-là, ils avaient certes des compétences énormes, mais ils n'avaient pas cette approche très pédagogique ou très Agile. agile, proche, avec beaucoup de proximité avec le client. Et en fait, c'est ce qui fait aujourd'hui notre spécificité, c'est qu'on est un one-stop shop, un guichet unique pour ces boîtes-là. Lorsqu'elles s'implantent en France, on leur dit, OK, vous avez peur de la France, vous avez plein de clichés sur la France qui sont fondés ou infondés, souvent infondés, notamment sur le droit du travail, mais ça c'est une parenthèse. On va vous accompagner, vous inquiétez pas. Il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont plus complexes, il y a des choses bien, des choses moins bien. Nous, on va vous accompagner, vous aurez comme interlocuteur que nous. Peu importe, si on sait faire, on fera, si on sait pas faire, on ira taper aux bonnes portes. Et en fait, c'est cette approche très rassurante qui nous différencie des autres acteurs du marché. Et comment ils vous trouvent? Et comment ils arrivent et comment ce mec-là, il t'a contacté, tu vois? Alors en fait, c'est un micro-marché, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. D'accord. Et donc jusqu'à maintenant, c'est que du bouche à oreille. Une entreprise qui est contente. Et comme il y a beaucoup de cercles en fait, de CEO, de CFO, de DRH, donc ça parle beaucoup et c'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance organique assez simple sur la base du bouche à oreille. Maintenant, on a voulu passer il y a quelques mois la vitesse de dessus et professionnaliser notre démarche d'acquisition client et avoir une vraie strate de développement sur cette activité-là. Et c'est là où nous a rejoint, c'est dans ce cadre-là que nous a rejoint Benjamin, le troisième associé, qui lui est CPA et expert comptable français, CPA américain et CPA canadien. Donc là, ça nous permet d'avoir une légitimité naturelle sur toute l'Amérique du Nord et aussi au niveau européen pour aller chercher des missions Pour, un peu plus costauds. pour ceux qui savent pas ce que c'est CPA, c'est quoi? C'est tout simplement expert comptable, l'équivalent de l'expert comptable américain ou expert comptable canadien. C'est juste que la terminologie, c'est Certified Public Accountant, donc les initiales sont CPA. Donc ça veut dire que dans votre stratégie à vous et dans les objectifs, là, long terme, moyen, long terme, c'est de se dire, maintenant il faut qu'on rajoute une nouvelle corde à notre arc, il faut qu'on ait quand même un anglo-saxon dans le game avec nous pour avoir finalement cette légitimité et cette ouverture sur le monde, parce que c'est là où on aura plus tendance à faire confiance à un mec comme ça, entre guillemets, dans la team. C'est clair, et que, étant donné que le constat, c'est que les entreprises ont de plus en plus tendance à s'internationaliser rapidement, à terme, la vision à long terme, c'est de se dire on doit être en mesure de pouvoir fournir un accompagnement global, quel que soit le pays de provenance et quel que soit le pays de destination. C'est-à-dire que si on a une boîte française qui veut partir s'installer aux États-Unis, à terme, on veut être en mesure de pouvoir les accompagner aussi bien en France qu'aux États-Unis. On a déjà commencé, puisqu'on a la possibilité d'exercer aux États-Unis. On a déjà par le biais de Benjamin. Donc, on a des boîtes sur des problématiques assez simples pour l'instant qui sont franco-américaines, qui ont des besoins d'accompagnement en France,
mais aussi aux États-Unis. Donc en France, on va pouvoir couvrir un périmètre de 100%, quasiment. Aux États-Unis, un peu moins. Mais on commence déjà à prodiguer des services sur ce périmètre-là. À terme, c'est de pouvoir être full périmètre sur les deux pays, sur les États-Unis et la France. Et après, pourquoi pas de développer d'autres pays externes. Très clair. Euh, donc, dans la croissance du cabinet, euh, comment vous avez réussi de manière générale à aller chercher et décrocher des missions? J'ai bien compris que le bouche à oreille, c'est un sujet, Ok. tu vois. Mais tu vois, tout à l'heure, quand je discutais avec toi, je- tu m'as dit que ton premier cabinet. Alors attention, hein, moi, je, je critique pas, juste je constate. Je- J'ai cru comprendre que c'est un cabinet qui avait 20 ans d'existence et il y avait 30 collabs. Vous, vous avez 2 ans et demi d'existence et vous avez 25. Donc, comment vous avez réussi à faire ça? Sachant Ok. que vous avez été autofinancé, quoi. Vous avez mis un peu de cash dans la boîte, des économies au début pour payer les premiers salaires, la sous-loc, et puis Ok. après, comment vous Bah, avez fait, quoi? alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est 25 parce qu'on est dans une phase de réemploi, donc on réinvestit tout de manière systématique depuis le premier jour jusqu'à maintenant. On considère qu'on est en phase de croissance, qu'on est encore, on se considère encore jeune, donc c'est maintenant où il faut qu'on investisse et vu on a un peu la tendance qui est en notre faveur, donc on fait tapis à chaque fois pour pouvoir maintenir un niveau de développement convenable. Et alors que VS, le cabinet dont je provenais initialement, qui était un cabinet beaucoup plus établi, et je pense que leur marge n'avait rien à voir avec les nôtres, à aujourd'hui. Et, euh, et aussi, on est 25 parce qu'on triche un petit peu. On a développé parallèlement, mais ça, c'est une parenthèse aussi de ma vie. Balance la parenthèse. Balance la parenthèse. Alors, c'est très simple. Avant de m'associer, lorsque j'étais encore salarié de mon cabinet historique, le cabinet historique m'avait dit on a un vrai problème un jour. C'était peu après que je me sois installé à Tel Aviv. On a un vrai problème, le pôle social part en sucette. On va vendre l'activité parce qu'on n'arrive pas à staffer. Et moi j'avais trouvé sympa le challenge de se dire écoutez, je sais pas pourquoi je leur ai proposé ça. Vous voulez pas j'essaye de monter une équipe, ça marche pas, vous le vendez 6 mois après, vous aurez perdu 6 mois. Mais en attendant, vous conservez votre marge. On s'est mis d'accord sur des conditions, ils m'ont dit ok, ils m'ont fait confiance. On a monté une équipe qui est devenue une équipe de gestion de la paye. On a stabilisé les choses, on a restructuré, on a mis en place des process, on a changé des outils, on est passé sur des outils plus pertinents et plus adaptés. Et on a pu absorber la totalité du portefeuille paye de ce cabinet-là. Donc on a monté une activité de sous-traitance paye avant que j'ouvre mon cabinet, mais qui a perduré et qui nous a été très utile, puisque lorsqu'on a démarré notre cabinet, on avait déjà notre solution pour les prestations de paye qui sont hyper stratégiques pour acquérir des clients, notamment au début, lorsque les clients sont rares. La paye, c'est ce qui va faire que le client va signer ou pas. Si vous n'êtes pas en mesure, si un cabinet n'est pas en mesure d'assurer la paye, il se met en difficulté, il a peu de chances, ou en tout cas, à moins qu'il ait d'autres arguments, il a peu de chances de signer le client et d'avancer avec lui. Ça veut dire qu'on pourrait considérer la paye comme un espèce de produit d'appel ou alors une espèce de produit additionnel Clairement, indissociable à la mission de l'expert comptable. et clairement. Parce que si tu as une boîte et tu as un salarié, purée, c'est galère d'aller envoyer ta paye à un prestataire A, la compta à un prestataire B. C'est hyper galère et nous on l'a vécu parce que tous nos copains du coup qui se sont lancés en même temps que nous et qui ont monté leur cabinet et qui avaient des besoins paye, ils se sont retrouvés un peu paniqués. Ils se sont dit mais attends mais nous on sait pas faire de la paye. Alors il y avait des solutions qui proposaient de l'externalisation de la paye mais c'était en mode à la chaîne avec très peu de qualité. Le client, on peut pas trop lui dire que c'est de la sous-traitance ou en tout cas on veut noyer un peu le poisson dans l'eau. On se prend toute l'insatisfaction client dans la tronche et on est un peu bloqué. Nous ce qu'on s'est dit, on a dit ok pour vous rendre service on va vous les prendre et on va jouer en mode très transparent. On va leur dire qu'on travaille en marque blanche, qu'on n'est pas directement rattaché à votre cabinet, mais c'est tout comme. Les collaborateurs, c'est des collaborateurs dédiés. Ils ont un interlocuteur au téléphone. Donc en gros, les avantages d'un pôle social internalisé sans les inconvénients. Et c'est ce qui nous a permis de passer aujourd'hui, on gère la paye d'à peu près 8-9 cabinets partenaires, dont le cabinet historique qui est notre plus gros client, le cabinet AS Partner, donc notre cabinet, et d'autres cabinets d'amis et maintenant de recommandations d'autres confrères qui se sont installés. Donc, ce qui est rigolo, enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, dans, euh, dans le développement, dans ta carrière professionnelle de salarié, tu as créé un petit side project, tu vois, un petit side business à côté, où tu t'es dit, au lieu de virer la paye, attends, moi, je vais essayer de trouver une solution, je me teste pendant les 6 premiers mois, et on voit ce qui se passe. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, quand je leur ai proposé le truc, alors je les remercie pour leur confiance parce qu'ils n'ont même pas hésité, ils m'ont dit OK. Mais quand je suis rentré le soir, j'étais hyper content, j'ai raconté à ma femme ce qui allait se passer. Elle m'a dit mais t'es fou?
as déjà une tonne de travail et tu veux te rajouter ça. Mais en plus, la paye, tu sais pas faire, tu sais pas lire ta fiche de paye, mais qu'est-ce que tu fais? Et au final, bon, après, très vite, elle m'a soutenu, hein, parce qu'elle me soutient depuis le premier jour et j'en J'ai profite vu que pour. tu te tapes dans la main avec elle, donc à mon avis, Ouais, ouais, c'est un franchement, bon partenaire de c'est vie, le quoi. meilleur partenaire et c'est elle qui me guide dans mes choix au quotidien. Franchement, j'en profite pour lui rendre On lui un fait bel hommage. Ouais, ouais, parce on que lui rend un bon hommage alors. si j'en suis là et si on en est là avec tout le cabinet, c'est en grande partie grâce à elle et je le remercie. Spéciale dédicace à elle. Exactement, elle s'appelle Jenna. Ça, alors, Jenna, moi je te fais une spéciale dédicace parce que moi aussi je suis associé avec ma femme dans la vie, dans tous les projets qu'on est en train de mener. Et franchement, il faut vraiment avoir une équipe à la maison qui déménage, Ouais, sinon elle fait c'est le chaud taf. pour être bon sur le terrain, quoi. Ouais, et elle fait le taf comme il faut et même mieux que ce qu'on pourrait espérer. Donc franchement, big up Génial. Bon, big up à toutes les à filles. toutes les femmes, ouais, exactement. Du coup, ok, donc en parallèle, et donc tu as créé ce side business qui te suit aujourd'hui maintenant, qui fait partie aussi intégrante du groupe Exactement. que tu as aujourd'hui. Et vous avez fait une solution, parce que à mon avis c'était chiant de gérer la paye. Hein, Ouais. et donc vous avez créé une boîte tech, quoi. Alors exactement, en fait, pour répondre un peu à une de tes questions précédentes, tu m'as dit, mais comment vous avez fait pour vous digitaliser? Donc nous, on avait trouvé Pennylane de notre côté sur la partie compta, c'était génial. Maintenant, on s'est tourné sur la partie paye, on s'est dit, bah attends, si on offre un outil comme ça pour le client, pour la partie compta, il faut qu'on puisse faire la même chose au niveau de la paye, parce que si tu crées une asymétrie, t'es pas pertinent, il y a quelque chose qui cloche. Donc on s'est tourné, on a eu la même réflexion, on s'est dit, allez, on va chercher sur le marché, qu'est-ce qu'on a? Et franchement, à l'époque, on n'a trouvé rien de fou. Vraiment pas grand-chose qui avait la même subtilité, la même agilité, la même vision que Pennylane. Et on s'est retrouvé un peu frustré. Et donc là, encore une fois, l'influence de vente privée, de tout l'écosystème un peu geek, vient nous titiller un petit peu. Et le CTO du groupe vente privée, je lui en parle un jour au détour d'une bière. Et il me dit, mais pourquoi tu développes pas ton outil? Je lui dis, non, mais moi je suis expert comptable, je suis pas du tout dans la tech. Il me dit, oui, non, mais c'est très simple, vas-y, step by step, tu prends le besoin client, tu essaies de trouver un gars en freelance qui te développe le truc, je t'aide à trouver quelqu'un et tu verras, tu peux lancer la machine. Le gars, il me fait une intro, je pitch le projet, mais sans pitcher parce que c'est vraiment à l'instinct, sans rien préparer. Le gars, il me dit, ok, je viens avec toi, le projet m'inspire. Je l'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui, je l'ai jamais vu, Alexandre, big up aussi. Alexandre qui est du coup le CTO du projet. Et on se lance sur un développement. Donc, ok, on avait le feedback client, le feedback collaborateur. Et nous, notre objectif, c'était de vendre, de construire un outil qui allait nous permettre de digitaliser les processus paye, essentiellement paye et RH des cabinets, mais surtout des entreprises. Tout en améliorant aussi le quotidien de nos gestionnaires de paye, puisque les gestionnaires de paye, et je leur rends un très bel hommage aussi aujourd'hui, c'est souvent ceux qui ils ont un métier hyper ingrat, ceux qui sont mis un peu de côté dans la strate cabinet, ceux qui sont un peu tapés par les, ils se font un peu taper par les clients parce que dès qu'il y a un problème dans la paye, c'est sur leur tête que ça tombe. Et ils font un métier extraordinaire aujourd'hui, ils se battent pour les cabinets et c'est en grande partie grâce à eux que les cabinets aujourd'hui sont ce qu'ils sont parce que sans la paye, un cabinet ne peut pas perdurer. Et c'est vrai à moins qu'on soit sur une stratégie de niche. Donc nous, on s'est dit, ok, quitte à développer un truc, il faut que ça nous serve en interne pour améliorer notre travail, donc la qualité de notre travail, mais surtout améliorer la satisfaction de nos clients et améliorer l'expérience de nos collaborateurs comptables. Donc c'est un peu sur ce triptyque qu'on a voulu construire cet outil et on a commencé à construire un outil plutôt laborieux, donc sans design, sans rien, pour nous en interne et on était plutôt satisfait lorsqu'on a commencé à le lancer fin 2021. Et on a commencé à le tester en interne chez nous, Donc là, début 2022. à la base, vous avez développé un outil pour vous, Ouais. pour améliorer l'expérience client. Ouais, mais bon, moi quand je regarde ça, je me dis, purée les mecs, euh, vous êtes partis pour concurrencer, je sais pas moi, Silae. Alors non, pas du tout. Enfin, en toute modestie, Silae, C'est un c'est mastodonte. les mastodontes, ils ont le monopole. On ne veut pas du tout marcher sur leur périmètre. C'est juste que nous, on va avoir une approche un peu différente de Silae. Silae veulent monter un produit très gros, un peu à la Cégide en fait, pour essayer d'avoir un énorme monopole sur le marché et de verticaliser un peu leur approche. Nous, notre approche, elle est un peu plus comme Pennylane. On va pas faire de la production de paye, nous c'est pas du tout notre métier, on n'ambitionne pas du tout de faire ça. Nous ce qu'on veut c'est juste apporter plus de valeur pour le client final et plus de sens aux gestionnaires de paye. On est uniquement sur ce périmètre-là
et sur rien d'autre. On va pas demain s'amuser à faire de la paye ou à faire de la gestion de carrière. C'est pas notre approche. Notre approche, elle est auto-centrée sur les dirigeants de TPE-PME et leurs employés Ok. et les cabinets d'expertise comptable, mais sur la partie relation client, pas sur la partie production. Dac. Ok. Voilà, je sais pas si la subtilité est Non, claire. non, pour moi, c'est clair. J'espère que les auditeurs, pour eux, ce sera clair, mais je pense que oui, mes chers amis. De toute façon, si vous avez des questions, eh ben, écrivez à Samuel Attali sur LinkedIn et je pense qu'il vous répondra. Voilà, exactement. Et c'est un peu parce que nous, on a vu les clients, ils sont très attirés par tous les outils. Donc, ils ont été hyper attirés à l'époque par Payfit qui a fait un travail génial de Exact. rafraîchissement de l'image de la paye. Et ils ont fait vraiment un super boulot depuis. Mais ils ont été un peu leurrés. Pas mal d'entreprises ont été un peu leurrées, celles qui ne sont pas staffées en paye et en RH en interne. Un peu leurrées en se disant, parce que le discours de Payfit, c'était la paye, c'est tellement simple que vous avez besoin de personne. En 2 clics, c'est fait. Mais en fait, c'est un peu plus subtil. Donc, soit on a une ressource en interne et un Payfit, c'est génial, soit on n'en a pas. Et dans ce cas-là, on aimerait avoir un outil un peu comme Payfit, hyper user-friendly, facile d'utilisation, et avec les process de paye qui se font en chic-chac. Mais derrière, on a besoin d'un expert comptable qui nous accompagne, qui nous certifie que tout est OK, qui nous donne des conseils et qui nous oriente au quotidien dans les décisions qu'on prend au niveau paye et RH. Très cool, très très clair. Et tu vois, Samuel, avec tout ce qu'on vient de se raconter, je ne me rappelle même pas si tu m'as répondu à cette question. Comment vous faites pour aller chercher des clients? Alors, justement, jusqu'à maintenant, c'est que du bouche à oreille. Incroyable. Essentiellement, c'est que du bouche à oreille. Ah oui, parce que là, tu m'avais dit que vous faisiez all-in. Déjà, à chaque fois, vous faisiez tapis. Donc ça, c'est une stratégie aussi long terme. C'est que vous voulez vraiment investir pour développer le cabinet. Ouais, Et donc, aujourd'hui, les clients que vous servez, eh ben, ils vous ramènent d'autres clients, quoi. c'est clair. Ils nous ramènent d'autres clients, le bouche à oreille, et en fait, le discours plaît, en fait, de se dire, OK, tu démarres ton business ou tu as déjà un business, tu as envie de gagner du temps en tant que dirigeant sur ton business, et tu veux te décharger complètement des tâches administratives. Pour ça, tu as besoin de bons outils. Comme le dit Arthur, en fait, l'enjeu, c'est pas d'avoir un bon ou un mauvais expert comptable. Les experts comptables sont généralement très bons, mais c'est juste qu'il leur manque certains outils pour pouvoir bien travailler et sublimer la relation client. Je reviens souvent sur le terme de sublimer de la relation client, mais c'est l'objectif principal. Et donc, du coup, nous, ce discours, il nous a permis de séduire facilement des clients, mais on s'est rendu compte il y a 6 mois qu'on ne pouvait pas baser une stratégie de développement que sur le bouche à oreille, même si ça fonctionne, hein, on n'a rien contre ça, et on a voulu professionnaliser notre démarche d'acquisition client. Et c'est donc cet été qu'on a décidé de mettre en place une vraie stratégie marketing. Et on est accompagné par une agence qui, qui fait le taf et qui va nous permettre justement de créer une vraie image, une vraie marque employeur, une vraie notoriété sur les réseaux dans le but d'acquérir des clients par d'autres moyens d'acquisition. Donc là, c'est la deuxième étape, en fait, Exactement. pour vous, c'est de montrer au monde que vous existez et montrer au monde comment vous pouvez les servir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, vous avez votre vitrine, vous avez le réseau proche qui fonctionne. Donc, comme quoi, il est assez puissant, en fait, le réseau proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de recruter 25 personnes de manière générale. J'ai bien compris que la partie side business qui avait été créée à la base, ça fait deux groupes, enfin un groupe entier, mais bon, il y a deux activités qui sont dissociées. Mais quand même, le bouche à oreille fait que tu peux quand même embaucher 25 personnes. C'est clair, mais parce que si tu veux, on est sur 2 marchés, on arrive à développer la partie paye à travers le développement d'autres cabinets, ce qui fait que ben, c'est un levier un relais de croissance aussi. Mais aussi, c'est parce qu'on sait que nous, on veut vraiment faire dans la qualité, on veut structurer les choses, et dès qu'on sent qu'on commence un peu à être tendu en termes de ressources, on fait en sorte de nous surstaffer pour toujours maintenir un peu de garder un peu de souffle et de ne pas perdre en fait l'essentiel et garder en fait le cap. C'est assez drôle, tu as exactement le même discours que François Saunier, qu'ils ont aussi développé un cabinet. Ouais, bien sûr, on les connaît très bien, Ouais, bah, François et Cédric. exactement. Et eux aussi, quand je discutais avec lui, il me dit, en fait, en gros, on a du travail pour 10, tu vois, mais nous, on est 14. Parce qu'on sait on va... On veut pas surcharger tout le monde. Après, il dit, mais en vrai, les 14, ils diront, il n'y a jamais du travail pour 10 ici, il y a du travail pour 15, tu vois. Mais c'est aussi cette volonté de pouvoir apporter une belle expérience client qui fait que même si tu vas mettre plus de ressources humaines pour pouvoir gérer les clients, bah, globalement, soit tu peux assumer la croissance, ou alors tu peux encore mieux servir le portefeuille existant. C'est exactement ça. Yes. Comment tu les recrutes, les gens? Alors, c'est aussi là le problème qu'on rencontrait, c'est que ben, plus on avançait, plus on était exigeant, plus notre stratégie était précise,
plus les ressources... on s'est pas mal planté sur le recrutement initialement, je te passe les détails, mais on a ressourcé les mauvais profils, on a perdu du temps, on s'est dit on va sur des marchés où on a besoin de personnes qualifiées, donc on recrutait des personnes très qualifiées, mais qui devaient faire de la production, donc ça tiquait, c'était pas forcément top. On s'est cassé beaucoup les dents sur le sujet du recrutement. Et au final, on a repris vraiment une démarche beaucoup plus structurée du recrutement avec des fiches de poste, avec une bonne qualification du besoin. Et après, ben, c'est LinkedIn, c'est le réseau et on le fait aussi à la One Again, le recrutement. Jusqu'à maintenant, ça a marché. Et la stratégie marketing qu'on essaie de mettre en place, c'est pas tant pour acquérir des clients, c'est un des objectifs certes, mais c'est aussi pour développer une marque employeur, pour donner aussi envie, parce qu'on a plein de choses à raconter, et à apprendre et à apporter à des collaborateurs qui seraient intéressés par faire un bout d'aventure avec nous. Mais aujourd'hui, ben, on ne sait pas comment leur faire part de tout ça. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on commence à communiquer sur les réseaux pour nous développer auprès de clients, mais aussi essayer d'attirer des talents. Pour toi, quelles sont les compétences qu'un collaborateur doit avoir pour évoluer dans un environnement comme le tien, très digitalisé, international, où tu vas faire vivre une expérience 5 étoiles à tes clients? Quel est le profil idéal? Je ne dis pas celui que tu vas avoir, mais quel serait le profil idéal qui pourrait s'implanter dans cette culture? Ok, alors le point de départ, nous ce qu'on demande, et c'est un prérequis, c'est ce qui fait qu'on va creuser ou pas creuser sur un profil, c'est quel rapport il a avec la relation client. Et c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans les formations, que ce soit des formations universitaires ou scolaires. Il n'y a pas de cours qui sont dispensés pour savoir comment servir un client. On vend une prestation. Donc une prestation, c'est un service. Et donc le service, il passe par des gens. Et ces gens-là, en fait, doivent être des experts de la relation client. Dans toutes les boîtes, ça ne choque pas d'avoir des experts de la relation client. Chez les experts comptables, la technique et le relationnel vont de pair. On demande à des techniciens d'être de très bons dans la relation client. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Donc nous, ce qui va faire qu'un collaborateur va potentiellement être convenable dans notre cabinet, va pouvoir s'épanouir dedans, c'est s'il a déjà cette fibre, cette sensibilité vis-à-vis de la relation client, s'il a envie de se dépasser pour le client, de servir le client, de faire plaisir aux gens. Ça nécessite d'avoir dans sa nature beaucoup d'altruisme et beaucoup d'empathie en fait vis-à-vis des gens. Ça ne veut pas dire de se faire marcher dessus, mais ça veut dire être animé en fait par le feu de vouloir faire plaisir. Et une fois qu'on a ça, après on rentre dans les sujets de technicité, qu'est-ce que tu veux au niveau technique, qu'est-ce que tu as touché, qu'est-ce que tu n'as pas touché. Et en fonction du périmètre sur lequel il va intervenir, donc les skills qu'on va lui demander vont être plus ou moins différents. Sur la clientèle internationale, on va demander l'anglais, pas un niveau de politicien ou de conférencier, mais un minimum d'anglais qui permet de rédiger des mails, d'échanger des petites conversations techniques avec les clients, alors que sur l'écosystème, l'activité franco-française, c'est pas du tout pertinent. Sur la partie technique, ben, ça va aussi dépendre de la partie du périmètre. Sur un écosystème franco-français, on va plus demander suivi des processus, le savoir-faire une TVA, enfin le travail classique, plus savoir faire de la recherche, restituer des réponses aux clients sous forme de mail, faire des livrables, faire des présentations succinctes. Donc cette approche-là, alors que sur la partie internationale, ça va être plus sur de la structuration de données, des tableaux, de la rigueur, de la réactivité, de l'organisation technique, etc. Donc ça va dépendre en fait du périmètre où va évoluer le collaborateur, mais le dénominateur commun, c'est le rapport à la satisfaction client. C'est très, très intéressant ce que tu racontes. Dans cette filière industrie compta-gestion, on a trop le sentiment. Ah, je vais généraliser dans ce que je vais dire. D'accord? C'est pas une vérité générale. Mais on est très focalisé sur la technique et la production de la comptabilité. Et ce qui est ouf et ce qui est dingue dans ce métier, c'est qu'en réalité, eh bien, on a un service à apporter, la tenue, de la compta, du conseil, bref, je fais pas tout le pitch et tout le tralala, mais on va servir des gens. Et dans cette relation client, il y a des gens qui vont payer pour avoir ce service. C'est Et, clair. et donc, faire le service n'est pas suffisant. Il faut faire vivre une belle expérience au client. Et donc, j'imagine que moi, demain, si je devais développer un cabinet d'expertise comptable, mais carrément, mais tu mises à fond là-dessus, tu vois. Mais c'est fondamental, parce que sans ça ton client, que la TVA soit bonne, soit correcte, soit déclarée le 14 ou le 17, Il s'en fout, il quoi. s'en fout un peu, il veut que le taf soit fait. Bien sûr que c'est l'incompressible
que les obligations légales sur le plan fiscal, social ou comptable soient respectées. Mais derrière, ce qu'il veut, c'est sentir qu'il a un avec lui, un partenaire, un copilote, on l'appelle comme on veut, un conseil, un référent, peu importe le mot qu'on utilise. Il veut sentir qu'il a quelqu'un derrière qui se bat pour lui et qui est là pour lui. Et que si demain il doit aller dans la fosse, c'est parce qu'il a des galères, ou si demain il a besoin de tes services pour une belle opération qui se profile, ben, il sait qu'il peut compter sur toi et il va pas être en panique de se dire est-ce qu'ils vont pouvoir faire le taf, est-ce que ça va les saouler, pas les saouler. Voilà. Nous, aujourd'hui, on se positionne vraiment comme le copilote des dirigeants d'entreprise. Nous, on est là. Ils ont besoin d'aller voir un banquier, on va être là, on va les aider. Ils ont besoin de recruter, que ce soit un simple alternant ou un chef de projet avec 10 ans d'expérience, on va être là. On va être là, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Qu'il gagne de l'argent, qu'il en perde, qu'il ait besoin de se restructurer, peu importe, on est là à ses côtés, on vit avec lui et si on doit mourir avec lui, on meurt avec lui. Très clair. C'est quoi un peu tes objectifs et votre vision au sein du cabinet? C'est quoi un peu ton rêve? Bah, le rêve, c'est qu'on puisse devenir un des plus gros acteurs du marché de l'expertise comptable et de la paye. Puisque la paye, on commence du coup, je finis ce que je disais sur la partie paye. Lorsqu'on a lancé le logiciel, en interne, on a eu les retours des d'autres experts comptables qui nous disaient attends, mon client il est en train de me dire qu'il a un nouvel outil qui est génial, dis-moi ce que c'est, parce que j'aimerais bien le proposer à d'autres clients, raconte-moi un peu plus. Et on se rend compte qu'il y a peut-être un truc un peu plus grand que notre petit périmètre cabinet à faire. Donc l'idéal, ce serait peut-être de développer cette activité-là. Mais au niveau du cabinet en lui-même, on voudrait devenir le leader sur le marché international. Ça, c'est clair et net. On a les moyens et on a le potentiel pour pouvoir le faire, mais aussi développer le tissu économique franco-français. On a une attache particulière avec lui parce que c'est là en fait où tu apportes le plus de valeur, où tu crées le plus de liens, où tu as des expériences humaines hyper intéressantes, et c'est de continuer sans cesse en fait à la développer pour pouvoir devenir peut-être un jour le Big Five ou le Big Six en France. Samuel a dit qu'il avait la dalle. Ouais, on a la dalle, on a toujours la dalle. Donc ça, c'est très cool. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Et j'aime bien poser cette question, tu vois. Euh, Quand même, en tant qu'expert comptable, forcément, tu vas analyser des chiffres dans une boîte. Quels sont les chiffres que toi, tu analyses dans ton activité pour pouvoir un peu voir quel est le poumon, la température du projet que tu mènes et quels sont les indicateurs que tu analyses aussi pour la faire progresser, cette entreprise? Bien évidemment, chiffre d'affaires, bon, je vais rien t'apprendre, hein, c'est du classique. Chiffre d'affaires, la marge, qui se calcule par rapport essentiellement à la rémunération des collaborateurs, puisqu'on est sur une prestation de service, il n'y a pas de stock. S'assurer que et ça nous sert aussi pour nous assurer que les honoraires qu'on a calibrés dans le cadre de la lettre de mission correspondent bien à la réalité terrain, parce que souvent on définit des honoraires un peu au doigt mouillé par rapport à des temps estimés, mais on ne sait pas si on a bien estimé les choses au départ, et si souvent on laisse tourner, on se rend compte 2 ans, 3 ans après. Donc nous on le suit pour piloter notre rentabilité et éventuellement ajuster les honoraires. Identifier aussi les carences organisationnelles qu'on a, parce que si tu as une rentabilité qui est foireuse sur un collaborateur ou sur un portefeuille, c'est pas forcément que le collaborateur taffe pas bien, c'est peut-être que les process sont pas bons. Donc il y a pas mal de réflexions qui partent de la rentabilité. Ok. Il y a aussi, nous, on a un vrai sujet de trésor, puisqu'on est en réemploi constant, de réinvestissement, donc s'assurer que on fasse les bons choix et qu'on ne se mette pas en difficulté. Et c'est principalement les bons indicateurs et l'évolution de la masse salariale au niveau parce que c'est le plus gros poste du cabinet, l'évolution de la masse salariale et pour savoir si on est plutôt bien dans nos ratios. Ce serait quoi une bonne marge dans la gestion d'un client? Tu vois, dans les données du marché, quelqu'un qui veut s'implanter, ou c'est quoi pour avoir une espèce de- Écoute, je suis pas l'expert du sujet. Moi, j'avais toujours entendu à l'époque que la marge finale doit être au moins entre 30 et 50%. Enfin, 30, c'est pour les mauvais élèves et plus les 50%. Donc, je parle en marge brute, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins le coût du collaborateur, éventuellement les petits frais annexes, téléphonie, licence, etc. Mais bon, c'est pas grand-chose comparé au salaire. Et voilà, donc a priori, ça serait dans les 50%. Mais après, pour moi, ça dépend tellement de l'activité, comment tu Bien sers sûr. tes clients. Tu as des activités qui sont ultra rentables, d'autres un peu moins. Donc, faut pas être bloqué dans son plan financier en tant qu'expert comptable quand on se lance, en se disant, bah attends, si j'ai pas mes 30 ou 50%, c'est que je suis pas bon. Au contraire, faut y aller un peu au feeling aussi. C'est la prise de risque aussi qui paye. Et après, on aura toujours la possibilité d'affiner d'assainir un peu le business en coupant un peu les coûts et en optimisant la productivité des collabs.
Comment tu fais pour progresser, toi? Pour être aussi, tu sers des entrepreneurs et des entreprises, des boîtes internationales. Enfin, faut pas être un rigolo, tu vois? Comment tu fais pour te mettre toujours au niveau, si ce n'est plus? Ok, alors déjà je lis, c'est un truc que je détestais faire quand j'étais étudiant et que j'ai commencé à apprécier lorsque j'ai découvert toute la littérature qu'il y avait autour du business. Pas forcément autour de la compta, hein, mais business parce que c'est pas forcément dans l'industrie de la compta qu'on apprend les choses les plus inspirantes, c'est en piquant des idées ou en piquant des scénarios qui sont produits dans d'autres industries qu'on arrive à faire le lien et à transposer ça sur notre écosystème. J'ai découvert il y a quelques années les podcasts, dont les Geeks des chiffres, que je recommande à tout le monde. Mettez les 5 étoiles, Ah! très important. Merci Samuel. Très important, les 5 étoiles dès que vous pouvez. Les Geeks des chiffres, génération do it yourself, cash out aussi qui est super intéressant pour tout ce qui est opération d'acquisition, vente, levée de fonds, etc. Donc c'est par tous ces canaux en fait d'information que j'arrive à affûter la scie, comme on dit, et à essayer de me maintenir au niveau, tant sur le plan technique que sur le plan des soft skills au niveau relationnel, business et développement. Trop cool. Et est-ce que donc, là, tu m'as fait une petite reco d'un bouquin tout à l'heure Ouais, sur l'expérience client. Est-ce que tu en aurais un ou deux à recommander ouais. qui sont particulièrement marqués? Alors j'en ai pas mal, hein, mais il y a Miracle Morning déjà quand on est étudiant et qu'on a du mal à sortir de la routine et qu'on a besoin d'un coup de boost. Moi, je sais que ça m'a mis un petit électrochoc pour passer d'une situation de l'étudiant un peu paresseux à un mode un peu plus énervé. Miracle Morning. Il y en a un autre qui n'a rien à voir que j'ai lu cet été sur une recommandation, je crois que c'était Mathieu Stéphanie, Ok. qui est la biographie. Alors ça me ressemble pas du tout de lire des biographies de Magellan. Ah, je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. T'as dû voir le post sur LinkedIn. Et exactement. C'est qui a fait ce post? Je crois que c'est une connaissance de Mathieu Stéphanie, si je me plante pas. Oh, je sais plus. Je sais plus. Mais on m'en a tellement parlé de ce livre. Du coup, Écoute, je il l'ai a acheté. rien à voir avec les livres business que j'ai l'habitude de lire. C'est une vraie biographie de Stéphane Zweig qui est moi, qui se lit tout seul en fait. Et tu vois que le gars en fait, bon, il a plein de tares, hein, mais plein de défauts. Mais il avait une abnégation et une rage. Le mec, il avait un feu sacré en lui qu'il n'a jamais lâché jusqu'à qu'il arrive à trouver ce qu'il voulait trouver. Et donc, il n'était même pas certain qu'il allait trouver. Trop cool. Donc, je laisse le suspense pour ceux qui veulent pousser la lecture plus loin. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, c'était génial. Moi, j'ai kiffé enregistrer cet épisode, mon cher Samuel. Je sais pas si Moi tu as aussi, quelque chose. c'était un hyper bon moment passé avec toi. Toujours des questions hyper pertinentes. Ça m'a fait super plaisir de partager cette expérience. J'espère que ça inspirera des étudiants parce que c'est hyper important de prendre les bonnes décisions et de pouvoir s'inspirer de personnes qui nous ressemblent. Donc, si ça a servi à la profession dans son ensemble, aux étudiants, aux experts comptables, aux entrepreneurs, je serais ravi. Mais en tout cas, j'aurais passé un super moment avec toi. Génial. Bon, en tout cas, si vous voulez voir Samuel, allez sur LinkedIn. Donc Samuel Attali A-2-T-A-L-I. Si vous venez de la part des Geeks des chiffres, naturellement, faites-lui un petit coucou que vous êtes arrivé par là. On fera des réducs. Ah, ah, ils On feront fera des des réductions. réducs. On fera On des ne sait pas réductions. combien, mais on en fera. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez contacter Samuel si vous voulez en savoir un peu plus sur son parcours, etc. En tout cas, mes chers amis, mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Très heureux de vous servir chaque semaine. N'hésitez pas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, mettez-nous les petites 5 étoiles, parce que les 5 étoiles, déjà, ça me donne de la dopamine, ça me fait kiffer. Et je me dis, purée, au moins ce que je fais, ça sert à quelque chose. Un petit commentaire aussi, un petit coucou sur LinkedIn, avec plaisir, je vous lis tous. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao! Ciao, à bientôt.